Pour beaucoup, le riz est un aliment anodin tout juste bon à accompagner un plat. Alors qu'en Asie, il est au centre de l'alimentation. Nous vous invitons à un voyage dans l'univers des riz d'exception pour vous faire découvrir des variétés incroyables cultivées par des passionnés. Des vallées de Niigata dans le nord du Japon aux champs luxuriants du Kerala en Inde du Sud, ce sont de petites fermes qui portent le riz à de très haut niveau. Nous vous emmènerons aussi en Thaïlande, à la frontière du Laos, à la recherche de ces grands crus. Des découvertes qui vous feront sans doute changer le regard que l'on peut porter sur cette céréale. Nous sommes au nord de Tokyo, dans la province de Niigata, une région montagneuse qui en hiver est généreusement recouverte de neige. Le reste de l'année, on y cultive principalement du riz, avec une eau pure et abondante venue des sommets et un climat l'été particulièrement chaud. Minami Uonuma est une cité importante de la région, où une attention particulière a été portée à la préservation du patrimoine et de ses traditions. La ville est particulièrement réputée pour le tissage et la confection de kimonos destinés à des mariages ou à de grandes occasions. À proximité, entouré d'arbres géants, le temple d'Untoan est un lieu de retraite paisible et majestueux. C'est un ancien temple zen datant de 1429. Toute la campagne autour de Minami Uonuma est peuplée de petites fermes indépendantes. La montagne occupant tellement de place au Japon, le moindre espace est utilisé pour cultiver des légumes ou des fruits. C'est ici que vit Kasahara Katsuhiko, un fermier passionné par le riz. Alors que la consommation de riz au Japon est en baisse importante, lui a fait le choix de la qualité. Une bonne partie de ses champs est en culture bio. Il possède dans sa ferme tout l'équipement pour produire et empaqueter son riz. Nous sommes à la mi-octobre, les récoltes touchent à leur fin. Ici, c'est une parcelle de riz de consommation courante. Cette machine qu'il possède en copropriété avec plusieurs fermiers est particulièrement sophistiquée. Sur cette parcelle, comme vous pouvez le constater, la terre est noire. Elle est plus faite pour cultiver du riz kameno que du riz koshi-hikari. Le riz est ensuite rassemblé dans des sacs immenses pour être déposé à la ferme. Minami Uonuma est sans doute l'une des seules régions au monde où l'on cultive du riz avec des températures inhabituelles. Au pied des montagnes Akai, l'hiver est rigoureux et les stations de ski remplacent les champs de riz. Nous avons la chance d'avoir une différence de température importante entre le lever du jour et le soir, même en été, qui dépasse plus de 10 degrés, ce qui permet de préserver un taux de sucre important dans le riz. Pour l'heure, l'attention se porte sur une parcelle de koshi-hikari, considérée par les spécialistes comme le nec plus ultra du riz au Japon. Vous avez remarqué qu'ici, c'est une terre plutôt rouge, avec un mélange d'argile et de sable. C'est idéal pour cultiver du koshi-hikari de très bonne qualité. Un maximum d'opérations se fait à la main ou avec de petites machines mécaniques pour préserver les épis. Par le passé, les Japonais consommaient énormément de riz, environ 120 kg par personne et par an. Maintenant, on est à peine à 60 kg. Il y a donc une baisse importante de la consommation, mais nous faisons notre maximum pour produire un riz excellent.
Le riz Koshi Hikari va rester séché au soleil pendant environ une semaine avant d'être ramené à la ferme. Kashihara a remporté de nombreuses récompenses. Des médailles d'or dans différents concours qui indiquent qu'il fait partie de l'élite des producteurs. Il les énumère fièrement. Ça, c'est le prix Diamant qui récompense les personnes qui ont reçu la médaille d'or 5 fois consécutivement, et il n'y a que 8 personnes au Japon qui l'ont obtenue. C'est de l'autre côté de la rue que le riz est nettoyé et surtout poli, avec là encore de petites machines très perfectionnées. Le riz va d'abord être débarrassé de la balle qui a protégé la graine pendant toute sa croissance. Les bractées et les glumelles qui renfermaient la graine vont être expulsés à l'extérieur. Ils serviront d'engrais au printemps. Le riz va être trié et poli, puis soigneusement empaqueté. Kasahara Katsuhiko, en dehors de son épouse, n'a que 4 employés et ils sont tous saisonniers. Dans quelques semaines, ils iront rejoindre les stations de ski des environs comme skiman. Il réussit à produire 130 tonnes par an, dont 80% de Koshi Hikari, qui proviennent de 280 parcelles différentes. Il loue la plupart de ses champs à des fermiers qui ont délaissé la culture du riz. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut faire du riz de grande qualité. D'abord, il y a la région, le terroir, qui est très bien adapté à la culture du riz, avec un climat particulièrement favorable. La deuxième raison, c'est que je pratique une agriculture biologique avec des engrais que je prépare moi-même, qui améliore ainsi la qualité et le goût. Ici, dans la cave de son domicile, un autre jeu de machine permet de polir d'une manière encore plus fine et prononcée pour faire ressortir toute l'essence de la graine. Le riz en ressort encore plus blanc. Ce sont des produits signatures. La photo de Kasahara apparaît sur les paquets qui partiront vers les épiceries fines des grandes métropoles. À Minami Wanuma, nous sommes au cœur d'une région dédiée au riz. Ces distributeurs automatiques permettent d'en acheter 24 heures sur 24, en grande quantité, voire même de le polir. À proximité de la ferme, ce magasin propose des produits régionaux. Étant encore en pleine récolte, les Koshi Hikari de Kasahara n'ont pas encore été livrés. Le vendeur les attend avec impatience. La plupart du riz consommé ici, dans cette région, c'est du riz Koshi Hikari. Mais pour préparer le saké, on utilise un type de riz différent, en général le Koshi Tanrei. Le saké est un alcool préparé à base de riz. Il est très prisé au Japon, et en particulier dans la région de Niigata, qui est réputée pour la qualité de sa production. Nous sommes chez Aoki Shuzo, une des nombreuses fabriques qui se cachent dans le centre-ville de Minami Wanuma. Le riz doit être rincé plusieurs fois pour le débarrasser de l'amidon qui a tendance à coller les grains entre eux.
Il va être cuit à la vapeur dans de grandes cuves que l'on appelle koshiki. Même si les normes d'hygiène ont fait remplacer les cuves de bois par l'inox, l'ensemble du processus reste traditionnel. Dans une pièce humide et surchauffée, le chef d'équipe fait étaler tout le riz qui vient d'être cuit pour qu'il entame sa première fermentation et obtenir le koji. Dans ces opérations, la main de l'homme reste importante. Les machines n'ont encore qu'un rôle minime. Après avoir séjourné pendant 4 jours dans ces pièces de fermentation, le riz va être mélangé peu à peu à une eau de toute première qualité. Ici, nous avons de l'eau qui provient des neiges éternelles. Elle vient de là-haut, sur les sommets de la montagne. Elle va ensuite transiter de longues années dans le sol avant de descendre dans les sources. Dans ces sources, nous allons la capter à près de 80 mètres de profondeur. Elle est alors chargée en minéraux comme le magnésium, le calcium, ce qui est vraiment parfait pour fabriquer du saké. La fabrique Aokishuzo produit du saké depuis 1717. Et comme pour toute chose au Japon, la présentation est soignée et contrôlée. Il existe différentes qualités de saké. Les différences de qualité viennent du process de fabrication et du polissage du riz. Plus le riz aura été poli, cela peut aller jusqu'à 50% de sa taille, et plus le prix augmente. Les plus grands crus se vendent plusieurs centaines d'euros. Nous sommes maintenant au Ryugon, un hôtel traditionnel que l'on appelle Ryokan au Japon. Il possède un des restaurants les plus fameux de toute la région. Il s'agit d'une ancienne ferme vieille de 300 ans qui appartenait à un riche producteur de riz et qui a été entièrement transformée en hôtel traditionnel. Très recherché par les touristes, notamment à l'automne lorsque la nature s'embrase. Les propriétaires et le chef cuisinier reçoivent monsieur et madame Kasahara, venus leur présenter leur nouvelle récolte. Cela fait 5 ans maintenant que le koshi ikari est à la carte du restaurant. Le chef Yasuo Otsu va préparer le riz à l'ancienne. Après l'avoir bien rincé, il va cuire sur un poêle à bois à la vapeur. Il faut compter une dizaine de minutes de cuisson après l'apparition des premières volutes de vapeur. Le riz doit alors être remué et reposé pendant 15 minutes. Dans ce type de restaurant, le riz est consommé à part et plutôt en fin de repas. Il peut aussi être servi comme un plat. Le chef adjoint Yoshumin Omomo élabore un yaki onirgi.
La préparation pour cette bouchée est à base de soja. Avant d'être servi, le chef l'arrose de thé fumé. Voici, c'est un yaki onigiri. La famille Kasahara s'est installée dans un des salons privés du restaurant pour un repas traditionnel où l'on propose des udon, des pâtes, des tempura, des fritures très légères de crevettes et de légumes et bien sûr le riz koshi hikari. 90% de ce que nous mangeons, c'est du riz. À la maison, je sers aussi du pain et des pâtes. Mais le riz reste le plus important. Nous rendons visite régulièrement à des restaurants pour voir les chefs et leur expliquer notre démarche. Même chose pour les magasins. C'est important de leur donner des conseils, en particulier sur la cuisson, et aussi d'avoir un retour sur ce que nous leur avons livré. À Tokyo, même si les repas se sont occidentalisés, on continue à manger du riz, bien qu'en plus faible quantité. Le consommateur cherche surtout de quoi se nourrir rapidement et à un bon prix. Pour un producteur de riz, il n'est pas facile de se faire référencer dans cette mégalopole. Au sommet d'une des avenues les plus prestigieuses de la capitale, à Omotesando, la région de Niigata possède un magasin où elle vend tous les produits qui font sa réputation. Niigata est synonyme de montagne, donc de pureté et de qualité. Le magasin connaît un grand succès. Une grande majorité de ses produits sont faits à base de riz. On y retrouve bien sûr toute la gamme de saké. Les Japonais sont aussi très friands de biscuits de riz caramélisés et épicés qu'ils consomment à l'apéritif. Les produits de Niigata sont très connus. Les gens qui viennent ici le font en toute confiance. Mais au Japon, le meilleur riz, c'est le koshi hikari sans aucun doute. Malgré l'heure matinale, le magasin est déjà en pleine activité. Un signe qui montre que le riz de qualité a encore sa place, malgré un marché déclinant. Nous partons maintenant pour le sud de l'Inde, dans l'état du Kerala. Une région chaude et humide, arrosée 2 fois par an par la mousson. Cette ancienne colonie portugaise a encore 20% de sa population catholique. Les anciennes demeures ont encore des toits en tuiles. Le Kerala est un véritable jardin d'Éden. La noix de coco est un des ingrédients essentiels de sa cuisine. Les bananes sont aussi fameuses et approvisionnent une bonne partie du pays. Le riz se partage avec les cocoteraies les plus grandes surfaces agricoles. Au Kerala, on récolte 688 000 tonnes de riz. La plupart des exploitations font 2 récoltes par an, où le rendement prime sur la qualité. Il faut se rendre dans les faubourgs de Palakkad pour se rendre compte de l'importance du riz dans la consommation quotidienne des ménages. Chez SK Trader, on propose une quarantaine de riz différents, des basmati pour la plupart. Lorsque l'on achète du riz, il est très rare que l'on se déplace juste pour 500 grammes, comme c'est souvent l'usage en Europe. Ici, les quantités moyennes servies se font par 5 kilos, souvent 10, voire 20 kilos.
Nous sommes à Palakkad, à l'intérieur des terres dans le Kerala, entre Coimbatore et l'océan. Uni Naranayan possède plusieurs parcelles où il cultive un riz rare et de très grande qualité, le Navara. On faisait déjà mention de ce riz dans les textes ayurvédiques datant de plus de 2000 ans. Ici, tout va au rythme de la nature, en respectant la biodiversité, signe important dans un pays comme l'Inde. La ferme n'utilise aucun produit chimique. Le Navara possède une teinte rougeâtre qui s'accentue avec la cuisson. C'est une ferme familiale qui date de 125 ans. Uni Naranayan, après avoir travaillé dans l'informatique à Bangalore, a décidé en 1994 de reprendre l'exploitation familiale qui était alors en difficulté. Le coût de la main-d'œuvre, les changements climatiques, la baisse de la part du Kerala dans la production indienne l'ont amené à se concentrer sur la qualité, et en particulier le Navara. Ce matin, il discute avec sa femme et ses employés du programme de chacun. Tous ont conscience de vivre une aventure particulière à laquelle ils adhèrent. La plupart travaillent dans la ferme depuis plusieurs années. Nous devrions avoir normalement les pluies de la deuxième mousson, mais elle se fait attendre, il y a du retard. Et lorsque nous aurons assez d'eau, nous pourrons alors continuer à ensemencer. Le Kerala est un des rares États en Inde à avoir une sorte de retour de mousson à la mi-octobre. Le dérèglement climatique se fait aussi sentir ici. En attendant, les employés protègent les champs des animaux par des clôtures. En 1990, le Navara était en voie d'extinction. En 2000, Uni a effectué un travail de titan pour retrouver la pureté d'origine de ses graines. Ici, nous avons des légumes qui poussent sur le côté, que nous avons plantés pour notre consommation. Voilà, il y a de l'eau, elle se développe. Vous pouvez voir ici, il y a du tulsi, plusieurs variétés de plantes, des fleurs aussi, comme les œillets d'Inde, qui nous aident à éloigner les insectes. On a fait beaucoup de recherches pour avoir un traitement naturel contre ces insectes. On y est presque. Vous voyez la graine là? Et la plante? Elle a déjà 17 jours. Oui, 17 jours. C'est un riz qui a une gestation très courte. Il pousse en 60 jours. Uni n'a pas d'enfant, mais il forme un étudiant passionné qui l'aide. Il y a deux phases dans le riz, une phase végétative et ensuite une phase reproductive. La phase végétative voit de nombreuses feuilles sortir du plant. Lorsqu'il y a suffisamment de feuilles, alors apparaissent les fleurs qui vont ensuite laisser place aux grains. Là, actuellement, c'est encore un bébé. Il doit encore pousser avant d'avoir des feuilles et après seulement les fleurs apparaîtront. J'ai vraiment été surpris la première fois de voir une telle variété de plantes et une telle biodiversité dans cette ferme. Il y a beaucoup d'animaux ici, beaucoup d'insectes. C'est vraiment le résultat d'une agriculture biologique où tout reste vivant. On voit des paons, des rats, des grenouilles, de petits insectes, des papillons, des libellules, et ce respect de la nature fait que ça grouille de vie partout. Au Kerala, le riz est à la base de l'alimentation. Chaque matin, Rema Devi, l'épouse de Uni, prépare le petit déjeuner. C'est la poudre de riz Navara, de la noix de coco, de l'eau salée. Je vais maintenant tout mélanger.
Ça ne doit pas coller, mais juste humide. Je rajoute la noix de coco. Je vais le cuire maintenant. Lorsque la vapeur s'échappe de cette noix de coco, alors c'est cuit. C'est prêt. Cela s'appelle un poutou. Tout le monde dans la région mange ce type de petit déjeuner, qui est servi avec du kerala, une sorte de soupe à base de pois chiches. Le jardin et les terres qui entourent la ferme sont aussi un immense échantillon de ce que le Kerala peut abriter comme plantes, épices, fruits et légumes. Nous avons une très grande diversité de plantes locales et endémiques. Mais c'est pour notre consommation personnelle. Uni les a compilés dans un herbier d'une bonne centaine de pages. Que ce soit les papayes, les légumes, il n'y a que quelques mètres à parcourir pour choisir ce qui va accompagner le riz. On prend de l'eau d'ici, on la pompe dans la rivière, et lorsqu'il y a un problème d'approvisionnement d'eau, un manque de pluie, de la sécheresse, on peut irriguer alors toute la ferme en utilisant cette installation. Ce système date de 1955, c'est vraiment très efficace. C'est la ligne de vie de la ferme. Le riz est d'abord séché pour qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité. Dans une région aussi humide, c'est une précaution indispensable avant de le stocker dans des pièces hermétiques. On retrouve des traces de notre riz dans des écrits sanscrits qui datent de plus de 2000 ans. Ils sont évoqués sous le nom Shashtika, entre 400 et 200 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils remontent à plus de 2000 ans. Le riz, après avoir été débarrassé des poussières et des corps étrangers, va être prêt pour être stocké au sec pendant plusieurs mois avant d'être livré à des grossistes. Une des tâches les plus compliquées pour Uni aurait été depuis 2003 de faire certifier son riz comme biologique par différents organismes, ce qui était une première dans une région comme le Kerala. Et l'autre gageur est de le vendre 4 à 5 fois plus cher que le riz ordinaire. Uni propose aussi plusieurs produits dérivés à partir de son riz, comme les flocons de riz qui sont souvent utilisés au petit déjeuner. Tout se fait à la main, aucune machine, comme le tri et le nettoyage fastidieux des flocons. C'est dans cette partie ancienne de la ferme au mur épais que derrière ces planches, le riz est stocké pendant plusieurs mois, à l'abri de la chaleur, des pluies et de l'humidité. Moi, c'est facile. Je n'ai fait que poursuivre le travail réalisé par mes parents et grands-parents. Je n'ai fait que maintenir et essayer de développer l'activité de la ferme. Voilà ce que j'ai fait.
J'ai le sentiment que la reconnaissance et les récompenses reviennent avant tout à mes parents et à mes ancêtres. Alors, ça, ce sont des flocons de riz Navara qui sont bio et prêts à consommer. Ils ont bien sûr obtenu toutes les certifications bio. La poudre de riz Navara est aussi très recherchée, puisque nous faisons du poutou avec pour le petit déjeuner. C'est un plat traditionnel. Quant au riz, on le conserve en général 1 an avant de le transformer et l'empaqueter sous notre marque. Nous quittons le centre du Kerala pour aller vers la côte de la mer d'Arabie que les Indiens des grandes villes aiment à visiter. Ici, dans ce village à côté de Trivandrum, c'est encore la pêche qui fait vivre une bonne partie des familles, malgré une diminution sensible de la ressource. C'est autour de cet ancien palais ayant appartenu à une princesse que le Lila, un des plus grands hôtels de la région, domine la baie. En cette fin octobre, c'est une des rares régions d'Inde qui bénéficie encore de températures estivales. L'architecture de l'hôtel associe un patrimoine ancien avec une structure plus moderne. Le restaurant est aussi un des plus réputés du Kerala. Son chef, Roy Satishan, a découvert le riz Navara il y a peu de temps. Et avec son adjoint, il est ravi de le proposer à la carte. On peut comparer ce riz à un riz brun, un riz un peu complet. Et même s'il s'agit d'un riz premium, nous tenons à le cuisiner de manière à mettre en valeur ses qualités gustatives et nutritives pour que le client puisse bien l'apprécier. Il faut laver le riz au préalable, c'est très important. On doit le faire jusqu'à ce que l'eau soit claire. C'est vraiment ce que nous faisons en Inde. Le chef intègre toute la panoplie des épices utilisées en Inde et au Kerala. En particulier le ghee, un beurre clarifié, de l'ail, du piment, des feuilles de curry, de petits oignons, du cumin. Il ajoute ensuite des lentilles jaunes, autre ingrédient incontournable du pays. C'est une combinaison entre les lentilles et du riz. De petites asperges vertes apporteront une touche finale. Dans cette version, le goût profond du riz a tendance à être masqué par les épices. C'est pourquoi le chef n'hésite pas à proposer une version plus occidentale de son approche sur le Navara, qui permet au riz d'exprimer tout son potentiel. Actuellement, le riz Navara n'est pas encore très connu. Les fermes comme celle d'Ouni font beaucoup d'efforts pour le faire connaître auprès des consommateurs. Ce riz possède aussi des qualités médicinales et il est utilisé par la médecine ayurvédique traditionnelle du Kerala dans le traitement de l'arthrose. Et d'un autre côté, c'est aussi un aliment sain car lorsqu'on l'utilise quotidiennement, il contribue à renforcer les défenses immunitaires. Au Kerala, plus de 50% de la population fréquente encore des centres ayurvédiques pour se soigner de manière traditionnelle. Une médecine naturelle à base de plantes et de décoctions. Oui, effectivement, nous l'utilisons dans le traitement de l'arthrose, parfois aussi dans certains cancers, différentes affections de la peau, comme l'acné ou encore le psoriasis. Les différentes préparations s'obtiennent dans cette pharmacie située dans le même bâtiment. Nous partons maintenant pour le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, à proximité de la frontière laotienne. Une ville chargée d'histoire et peuplée de temples magnifiques.
Sa position par le passé sur la route de la soie en avait fait une ville importante. C'est aussi une ville bouddhiste de tout premier plan, comme en témoigne tout ce patrimoine magnifiquement restauré. La Thaïlande est un des tout premiers producteurs mondiaux de riz. La variété locale est relativement longue, fine et parfumée, avec différents niveaux de qualité. Ici aussi, le riz est à la base de l'alimentation quotidienne. La majeure partie des rizières se situe dans le nord et le nord-est du pays. Du petit déjeuner au dîner, on mange en permanence du riz, qu'il soit préparé à la vapeur ou gluant, cuit alors dans une feuille de bananier. C'est le docteur Supak à l'université de Maejo qui a été le pionnier pour promouvoir un riz de qualité et d'exception cultivé en agriculture biologique, le Blackberry Rice. Le process que nous avons mis en place commence déjà par semer chaque année nos propres graines que nous avons récoltées l'année précédente. Le deuxième point est d'utiliser des engrais naturels que nous préparons. Tout est entièrement biologique, ce qui permet un développement harmonieux de la culture, et nous ne sommes pas dans l'intensif. Nous ne faisons qu'une récolte par an, alors que les autres paysans en font 2, pour une qualité bien plus médiocre. Aussi curieux que cela puisse paraître, ces champs et cette ferme sont situés sur le campus. C'est là que le professeur, depuis 5 ans, encourage les fermiers à venir se former pendant 4 à 5 jours à ces techniques de culture. Ici, nous avons 5 types de bananiers différents. Ils vont être à la base de nos préparations pour les engrais. Et bien sûr, tout est bio et très savoureux. Les troncs des bananiers qui contiennent beaucoup de fibres sont broyés. Et à cette base vont venir s'ajouter tout un mélange de plantes et d'herbes diverses. Ici, ce sont des minéraux pour enrichir la préparation. Ça vient de cette terre rouge. Nous y ajoutons des fermentations à base de légumes. Tout a été étudié pour optimiser la qualité de l'engrais. La préparation va être ensuite donnée à manger aux cochons et aux oies. Il ne restera plus qu'à collecter les excréments pour obtenir un fumier de tout premier ordre. C'est le fruit de 10 ans de recherche et de mise au point, tout en allant aussi puiser des idées dans la médecine traditionnelle qui permet d'obtenir un riz à la fois sain et d'une grande qualité nutritive. Le professeur a aussi élaboré tout un protocole de récolte avec une coupe à la main. Tous les fermiers qui ont fait la transition pour ce mode de culture sont enchantés. Ils compensent la baisse de volume par une qualité bien supérieure qui génère un revenu plus élevé. À une dizaine de kilomètres de là, en pleine campagne, à Ban Wasuntara, la ferme de Wilat Junlakan regroupe plusieurs parcelles de riz. En ce début décembre, les récoltes touchent bientôt à leur fin.
Willat n'a pas que du riz blackberry dans ses champs, il a aussi semé d'autres variétés de grande qualité. L'exercice n'est pas de tout repos. Le soleil est brûlant et la température est proche des 35 degrés. L'adaptation n'a pas été facile au début lorsqu'il est passé en mode de culture biologique. Mais le fait de pouvoir vendre son riz blackberry quasiment au double du prix d'un riz ordinaire l'a encouragé à poursuivre dans cette voie. Willat doit reprendre ses notes pour bien identifier le riz qu'il est en train de récolter. Il a plusieurs variétés qui se ressemblent et souhaite bien les distinguer. L'avantage également, lorsque l'on fait de la culture bio, c'est que l'on conserve ses propres semences. On n'est pas tenu à en acheter à des marchands qui vendent souvent des OGM, et ceux qui le font ne peuvent pas réutiliser leurs graines la saison suivante. C'est la raison pour laquelle je conserve mes graines de l'an passé. Tout comme en Inde chez Uni, le périmètre des parcelles est un joyeux capharnaüm où prospèrent toutes sortes de plantes, de légumes et de fruits. Oui, cela fait maintenant 5 ans. Oui, 5 ans que je suis passé en bio. Et vous êtes heureux? Oui, oui, bien sûr, très heureux. La maison de Willat est un havre de paix assez loin de l'idée que l'on pourrait se faire d'une ferme. Il vit ici avec sa famille en se nourrissant essentiellement des produits de sa terre et de son jardin. Je mange du riz à chaque repas, mais aussi beaucoup de légumes, ainsi que des plantes qui viennent de mon jardin. Vous voyez, toutes ces plantes, ça vient de mon jardin. Et il est probable que beaucoup ne les connaissent pas. C'est propre à mon jardin. Il a transformé une partie de sa maison en chambre d'hôte pour accueillir des familles venues de Bangkok et les initier à la vie à la campagne. Le riz récolté va sécher au soleil pendant environ une semaine. Je préfère sécher d'abord mon riz avant d'en récupérer les grains. Déjà, c'est plus rationnel, ça demande moins de travail, et ensuite, c'est une méthode plus naturelle pour faire sécher le riz. Pour battre le riz, Willat utilise une machine plus ou moins bricolée qui lui permet d'être relativement efficace. La dernière étape, le polissage, se fait en partie à l'arrière de sa ferme.
Il utilise cette petite machine surtout pour préparer le riz de sa consommation personnelle. Il aime bien mélanger le blackberry avec d'autres variétés. Le blackberry commence à se faire petit à petit une place dans les habitudes de consommation. On le retrouve surtout dans de petits marchés fermiers des environs. Son prix reste bien sûr encore un frein, mais il n'a cependant pas vocation à devenir un produit de grande consommation. Les grands restaurants l'ont rapidement adopté. Nous sommes à l'ouest de Chiang Mai, à l'hôtel Dara Devi, un des plus beaux hôtels de Thaïlande qui a reproduit à merveille un palais comme on pouvait en trouver dans l'ancien royaume du Lana, centré sur Chiang Mai et sa région. Dès le XIIIe siècle, on parlait déjà du royaume aux millions de rizières. C'est dans cet écrin que l'on trouve un des meilleurs restaurants de Thaïlande, le Pharang Se, dirigé par le Français Stéphane Courtin. Au pied du restaurant, plusieurs parcelles de riz participent au cadre luxuriant du Pharang Se. Le riz, pour eux, c'est vital. C'est petit déjeuner, lunch et dîner, et tout le temps. Stéphane Courtin a rapidement mis à la carte le riz blackberry. Les paysans, les agriculteurs sont assez fiers de venir et de me présenter plusieurs riz et de dire ah, Stéphane, est-ce que tu peux nous faire un plat? Est-ce que tu peux t'amuser avec ça? Et puis c'est moi qui cherche des recettes, qui cherche à trouver le goût comme bon me semble. Aujourd'hui, la recette du jour est le blackberry riz noir avec des échalotes, du fond de volaille. Et pour finir, une petite pointe de parmesan. Donc pour préparer le blackberry rice, il nous faut le mettre à tremper pendant 24 heures dans l'eau pour qu'il soit soft et agréable à manger. À quoi ça sert de le mettre à tremper dans l'eau? Ça le garde en entier. Si vous le cuisez directement à sec dans de l'eau, eh ben, il va tout se casser. Si vous le mettez à tremper, il va garder sa forme entière et c'est là où c'est intéressant. Il garde sa belle couleur et son bon croquant. Quelques échalotes. Nous allons faire revenir doucement. Renverser le riz, le faire revenir doucement aussi, afin de le nacrer. Le riz puisse enrober le beurre. Un peu de sel. Un petit peu de poivre blanc. Je verse. Nous allons cuire à couvert. Et du parmesan. Je vais lui donner une petite liaison au riz avec une petite cuillère de parmesan, une petite noisette de beurre, parce que les Français on met toujours un petit peu de beurre un peu partout. C'est un riz exceptionnel. Premièrement, c'est un riz organique qui est très bon pour la santé, avec beaucoup de goût et une saveur assez exceptionnelle, dans le sens où il est à la fois mou et croquant. Donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est avec cette dégustation de premier choix que nous quittons ce monde des maîtres du riz, qui avec passion et talent transcende un aliment de base pour en faire un produit d'exception.